Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans Le Monde en 7. Nous sommes samedi 23 novembre 2024 pour cette émission. On va parler du Mali et évoquer donc cette situation qui s'est posée avec le limogeage de l'ancien Premier ministre et son remplacement par un militaire. Les militaires donc qui contrôlent désormais le sommet de l'État. Nous irons du côté du Bénin évoquer donc la mise aux arrêts d'un général de police au Sénégal. On va parler de la large victoire du PASTEF aux élections législatives et puis le Togo, l'État qui siffle la fin de l'occupation anarchique des réserves administratives dans le district autonome du Grand Lomé. Pour ces sujets, je reçois deux invités. Samir Sama qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément à Togoville, c'est dans la préfecture de Vaud, environ 69 km de Lomé, la capitale du Togo. Togoville, vous le savez, ville historique et culturelle du Togo, située sur la rive du lac Togo, où a été signé d'ailleurs le 5 juillet 1884 le traité de protectorat entre le roi Mlapa III et l'explorateur allemand Gustav Nachtigal, et un peu partout à travers le monde, notamment Ankara, en Turquie et à Bissau, en Guinée-Bissau, où d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, Koudjo Adedje, a représenté la semaine dernière le président de la République, Fonia Singbe, aux cérémonies marquant donc le 51e anniversaire d'indépendance de la Guinée-Bissau, ainsi que la création des forces armées de ce pays membre donc de la CEDEAO. La Guinée-Bissau a accédé donc à l'indépendance le 24 septembre 1973, après un siècle de colonisation portugaise. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci. Vous êtes juriste, mais on vous a dit que vous auriez pu faire carrière journaliste. Président également de l'ICJVE. Face à vous, Zana Sadio Hecho. Bonjour Zana. Je suis très ému par cet éditorial que je viens de suivre. C'est rare. Évidemment, il a beaucoup de talent dans le journalisme qu'il doit mettre à l'œuvre, peut-être à New York. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes analyste politique. Merci à vous d'accepter l'invitation. Nous prenons la direction du Mali pour commencer cette émission. Le général Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre de transition du Mali. Il conserve par ailleurs la charge de ministre de l'administration territoriale qu'il dirigeait dans la précédente équipe nommée. C'était donc le jeudi à la mi-journée. La composition de son gouvernement a été présentée presque dans la foulée, dans l'après-midi. Aucun changement majeur. Le général Sadio Kamara reste à la défense. Le général Ismaël Ouagé à la réconciliation. Abdoulaye Diop est confirmé au poste de la diplomatie et puis Alou Seyni Sanou à l'économie. La principale nouveauté, bien sûr, c'est Abdoulaye Maïga, général, qui devient donc Premier ministre après le limogeage d'un autre Maïga, Choguel, cette fois-ci, qui occupait le poste depuis 2021. Il faut rappeler que son limogeage intervient dans un contexte où ce dernier a lancé de vives critiques à l'endroit des militaires au pouvoir qui l'écarteraient donc de la gestion des affaires de la transition. Est-ce que Samir Sama, d'abord avant de venir même au nouveau gouvernement, les événements sont allés très vite. C'était le samedi dernier, le désormais ancien Premier ministre prononçait son discours devant son mouvement M5 RFP, vive critique des militaires au pouvoir, et puis tout le monde se disait son poste, sa durée est comptée. C'est arrivé dans la foulée. Est-ce qu'on voyait déjà quelques signes annonciateurs de cette rupture? Alors, si vous voulez, je voudrais apporter une certaine clarification. En réalité, le poste de Premier ministre au niveau de la transition politique au Mali n'est pas un poste inamovible. C'est-à-dire que ce n'est pas un poste permanent. La charte est bien claire. C'est le président de la transition qui nomme le Premier ministre. Donc, lorsque vous avez le pouvoir de nomination du chef de gouvernement, cela voudrait dire par conséquent que vous avez également le pouvoir de le démettre de ses fonctions donc de Premier ministre. Donc en réalité, l'éviction donc de Choguel Maïga donc au poste de Premier ministre n'est pas illégal. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, est dans ses droits de démettre quelqu'un qu'il a nommé en 2021. Et donc, sur le principe,
il n'y a pas véritablement discussion légale. Maintenant, politiquement, ça pose problème. Parce que on se souvient qu'en réalité, lorsque Choguel Maïga a été nommé en 2021, vous vous rappelez bien, c'est suite à un coup d'État. Un deuxième coup d'État qui a été perpétré par les militaires. Parce qu'en réalité, monsieur Assimi Goïta ne se plaisait pas dans sa position de vice-président. C'est-à-dire que vous avez des militaires qui se sont levés un beau matin et qui ont décidé de prendre le pouvoir, et à force donc d'exercer ce pouvoir-là, ils ont pris goût. Donc ils sont contre toute voix contestatrice, toute opposition, et soit vous êtes contre nous et vous travaillez avec nous, soit vous nous critiquez, vous quittez la barque. Donc ils ont montré à monsieur Choguel Maïga, qui a estimé que au sein du gouvernement, la tension, le climat est devenu invivable, qui n'était plus associé donc à la gestion du pouvoir, sauf qu'il a oublié que celui qui a les manettes donc du pouvoir, c'est Assimi Goïta. Et là, en le limogeant, il le rappelle si bien que le pouvoir entre les mains des militaires. Les militaires nomment qui ils veulent. À un moment donné, si la personne ne répond plus à leurs attentes, ils ont fait donc de le dégager véritablement. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est des militaires qui sont contre toute contestation. Vous vous rappelez bien qu'à un moment donné, ils ont interdit toute manifestation donc des partis politiques. Donc ils ont enfermé un certain nombre d'acteurs politiques. Ils ont poussé certains à aller en exil. Donc en réalité, nous sommes dans une situation dans laquelle il n'y a qu'un seul chef, et c'est Assimi Goïta. Et là, il rejoint ceux qu'il a critiqués par le passé. Parce que même si ils avancent l'idée de l'insécurité territoriale donc du pays qui les a poussés à prendre le pouvoir, en réalité, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Et là, ils sont en train d'asseoir une dictature. Donc, interdiction de manifestation, la liberté d'expression qui est bafouée en quelque sorte. Et tous les acteurs politiques qui nourrissent donc cette ambition-là de briguer donc le mandat présidentiel, ils ont vite fait de les écarter. Et là, ils ont mis en place un certain nombre d'instruments. Vous savez que dans la foulée, une nouvelle constitution a été votée. Donc, ils ont aménagé le parcours pour permettre à Assimi Goïta, à la fin de la transition, qui est incertaine d'ailleurs, on ne sait pas à quel moment ces gens-là vont décider à quitter le pouvoir, donc à rester au pouvoir aussi longtemps qu'ils peuvent. Choguel Maïga, en critiquant ouvertement les militaires, il savait à quel risque il s'exposait. Tout à fait. Donc moi personnellement, je ne sais pas vraiment à quoi il s'attendait vraiment, puisque c'est lui-même qui a contribué à la réduction de l'espace d'expression au Mali. Il savait bien la réaction que sa sortie pourrait provoquer au sein même du gouvernement, au sein de la junte qu'il a coopté pour devenir Premier ministre. Mais moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, puisque nous parlons l'enjeu dans les pays comme le Mali, l'enjeu dans les pays comme le Burkina, c'est de conquérir une certaine souveraineté territoriale. Et donc, par conséquent, il faut forcément, lorsqu'on vise cet objectif-là, avoir une certaine stabilité institutionnelle. Et donc, nos pays, la plupart de nos pays, même s'ils ne souffrent pas de ces problèmes d'attaque de groupes armés terroristes, on a un problème de stabilité de nos pays. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes élu, par exemple, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, etc., vous savez que vous avez des élections qui viennent dans 5 ans, alors qu'en réalité, pour prendre des décisions, pour changer profondément une société, un pays, il faut au moins un certain nombre d'années, et pas uniquement 5 ans. Donc vous prenez un pays comme ça qui est en proie au terrorisme, qui a des problèmes, il faut une certaine stabilité. Donc pour moi, il faut que le pouvoir, ceux qui incarnent le pouvoir, des institutions, puissent rester un certain nombre de temps, au-delà de 5 ans, au-delà de 6 ans, au-delà de 7 ans, pour asseoir vraiment les bases institutionnelles. Parce que ces pays-là sont en train de faire ce qu'on appelle une refondation
de leur société. Donc moi, comment on appelle ça, ce modèle démocratique, n'est-ce pas, dit démocratique, ouais, puisque qui est importé de l'Occident, ne cadre pas vraiment avec nos réalités. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une situation où vous engagez une action qui prend du temps, alors que on vous dit que dans 5 ans, vous devez organiser des élections présidentielles. Cela veut dire que vous devez rendre compte de cette action. Là, vous êtes obligé de faire de l'enfumage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le monde sait que pour transformer profondément un pays, mais ce n'est pas une question de 5 ans. Ce n'est pas... il faut au moins 10 ans. Vous prenez un pays comme le Bénin, Patrice Talon avait proposé un mandat unique de 7 ans. C'est un peu raisonnant, mais ça, c'est encore le minimum. Et là, lorsque vous prenez un pays comme le Mali, avec tous les problèmes qu'ils ont avec ces groupes armés terroristes, mais je crois qu'il faudrait une certaine stabilité du pouvoir. Ça veut dire que le Choguel Maïga était devenu un peu le petit caillou dans la chaussette? Je ne dirais pas cela. Moi, je pense que sa sortie était plus opportuniste, parce que cela ne cadre pas avec les discours que lui-même il avait tenus par le passé. Il a été l'un des théoriciens qui a bien soutenu le pouvoir de monsieur le général Assimi Goïta. Donc moi je pense qu'il voudrait aller à la conquête, peut-être envisager devenir le leader de l'opposition en voulant incarner ce leader qui a osé remettre en cause le leadership de la junte au pouvoir. Tout compte fait, pour moi, c'est évident que c'était vraiment opportuniste et que sûrement, il ne lui a pas étonné, ou bien ça ne l'étonne, la décision de le limoger en quelque sorte, ne lui aurait pas surpris, ça ne l'aurait pas surpris en tout cas. Mais quand on prend en fait les propos de Choguel Maïga, les critiques qu'il a portées contre la façon dont les militaires gèrent la transition, dans le fond, parce que depuis un moment, on sentait qu'il n'était pas vraiment au cœur, il n'était pas intégré. Donc, on peut dire qu'il a raison sur beaucoup de points. Mais, Monsieur Samuel, rappelez-vous, le 18 août 2020, quand les militaires prenaient le pouvoir par la force, quand il a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, ils avaient dit qu'ils étaient là pour un temps. Ils n'étaient pas là pour durer. Donc, ils avaient estimé que la transition allait durer 18 mois. Vous vous rappelez bien. Après, on est passé à 24 mois. Et nous sommes dans la 4e année de la transition. C'est inadmissible. C'est pour ça que quand on regarde un peu les propos tenus par Choguel Maïga, lorsqu'il dit par exemple qu'il y a des décisions qui sont prises au sein de l'exécutif sans qu'il ne soit au courant, sans qu'il ne soit consulté et tout cela. Et lorsqu'il dit par exemple que les militaires ont décidé de reporter unilatéralement les élections et ont décidé de créer l'agence ou l'autorité de gestion, l'autorité indépendante de gestion électorale. Mais quel est le rôle d'un gouvernement? Puisque nous sommes en période transitoire. Et la charte est claire, la charte définit les prérogatives donc du président de la République, donc le président de la transition, chef de l'État, le premier ministre. Donc en réalité, le pouvoir il est partagé. C'est-à-dire que ça n'appartient pas seulement à M. Assimi Goïta de sortir un beau matin. C'est pour ça qu'il y a le Conseil des ministres. C'est quand le Conseil des ministres se réunit qu'il y a discussion sur un certain nombre de questions, notamment des projets de décret, des projets de loi. Et donc, quand vous arrivez au Conseil des ministres le matin, et vous êtes surpris même par l'ordre du jour du Conseil des ministres, et là, vous rendez compte qu'il y a des projets de loi, parce qu'on sait le processus que suit un certain nombre de tests avant d'arriver au Conseil. C'est le secrétariat général du gouvernement qui programme les tests en réalité qui doivent aller au niveau de la présidence et qui sont inscrits à l'ordre du jour. Donc, quelqu'un qui est chef du gouvernement, qui assure la primature, qui n'est pas au courant des différentes décisions qui sont prises, mais quelle est sa place au sein de la transition? C'est vrai, il a raison. Lorsque le coup d'État a été consommé, et dernièrement, lorsque son mouvement, le M5 RFP, est sorti pour marquer l'anniversaire donc de la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, il disait, je me rappelle à l'époque que ce jour, c'est un jour qui s'ouvre sur le pragmatique politique au niveau donc du Mali. Donc en réalité, quand il voit
qu'au cours de ces derniers moments, non seulement le régime a reporté les élections qui devraient se tenir normalement en février et que la transition devrait prendre fin le 26 mars 2024 et qu'il se rend compte que la transition est encore repoussée sans même une date précise. Parce que là, on ne sait pas à quel moment la transition prendra fin. Parce que là, ils sont en train de boucler un mandat. Parce qu'au Mali, le mandat, c'est 5 ans. Et selon la nouvelle constitution, c'est de 5 ans renouvelables. Et en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et dans la foulée, les militaires, ils sortent un décret où ils s'autoproclament. C'est-à-dire qu'ils font leur autopromotion. Ils s'adjugent des titres de général. Pendant que le Mali rencontre des difficultés financières. Parce que quand vous quittez le poste de colonel pour général, ça induit les conséquences financières. Et vous vous rappelez bien, lorsque Amadou Toumani Touré avait renversé, je pense en 1991, Moussa Traoré, Monsieur Amadou Toumani Touré ne s'est pas autopromu. Il a conduit la transition jusqu'à la fin. Maintenant, après la transition, et celui qui est venu après la transition, c'est lui qui l'a promu. Et après, Monsieur Amadou Toumani Touré est arrivé à la tête du pays démocratiquement. Donc, si les militaires ont cette ambition de diriger le pays, rien ne les interdit. Et on sait que dans nos pays, la loi fondamentale est claire. Lorsque vous êtes militaire et vous voulez accéder à cette haute fonction, vous abandonnez votre treillis de militaire, vous vous présentez sur le même pied que les autres citoyens, vous compétez, vous compétissez, et après, si vous gagnez, vous dirigez le pays. Et donc, Choguel Maïga se retrouvait dans une situation où il ne servait pratiquement à rien, et il était devenu un joueur politique pour les militaires, parce qu'en réalité, ils sont en train de les décapiter un peu, parce que vous savez qu'une partie de son mouvement, le MSNKPP, a fait allégeance donc aux militaires, et pendant ce temps, ces gens-là qui critiquaient le régime civil, pendant 2 ans, ils ont créé 200, ils ont contribué à créer 200 partis politiques, et il a eu à dénoncer cela, parce que le dialogue intermalien avait interdit que pendant la période de transition, qu'il ne soit pas possible donc de créer les partis politiques. Donc quand vous voyez des gens qui se comportent comme ça, vous vous demandez, est-ce qu'ils sont meilleurs ou ils sont mieux que ceux qui étaient avant? Justement, quand les critiques de Choguel Maïga était au cœur même de la gestion de cette transition en poste de Premier ministre. Aujourd'hui, s'il dit, si je veux le paraphraser, il y a une sorte de navigation à vue, on ne sait pas où on va, on veut bien le croire. Non, Monsieur Samuel, je pense que le sujet a été si bien introduit, dans ce sens où lorsque vous êtes sur la base de quoi Monsieur Choguel a été nommé Premier ministre, c'est-à-dire c'est compte tenu de la force que représentait son mouvement. Donc à partir du moment où on arrive à décapiter son mouvement, à diviser son mouvement qui rejoint un peu comment on l'appelle, les soutiens de la jeune, ça veut dire que vous devenez un éventail politique. Vous êtes là comme un symbole, mais vous n'incarnez rien. Si vous n'avez plus ce poids politique-là, naturellement, on ne vous considère plus, puisque vous ne représentez plus quelque chose de dissuasif. Vous êtes là seulement, les décisions vous échappent, mais quitte à vous de prendre les décisions qui s'imposent. Il faut quitter avant que les Alafais ne vous quittent. Dans cette position, il fallait qu'il démissionne pour dire « Ah, je ne suis plus en mesure d'assumer les responsabilités politiques que j'avais promis au mouvement que j'incarnais, etc. etc. » Tout compte fait, sa sortie pour moi a été vraiment hasardeuse. Et je m'étonne d'ailleurs qu'après, ils disent qu'il a été victime de complots, de machinations. Dans quel sens? Mais lorsque vous êtes dans par celui qui vient de le remplacer. Bon, lorsque vous êtes dans un gouvernement où c'est le président de la junte, c'est le général Assimi Goïta qui vous nomme. Mais vous ne pouvez pas, dans toute organisation c'est comme ça. Lorsque moi je vous nomme, c'est en tant que chef de l'État, c'est moi qui vous nomme. Et si vous remettez en cause mon pouvoir, je suis en mesure de vous démettre. D'autant plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ne l'oublions pas. C'est-à-dire aujourd'hui, pour se faire légitimer au sein des masses, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, vous faites un coup d'État et vous vous assurez d'avoir le soutien de ceux qui s'autoproclament les souverainistes. Vous faites la gloire de la Russie, etc. Et puis bon,
bon, il y a beaucoup de masses qui vous suivent tout de suite de manière béat. Hein. Donc c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas, au Niger, c'est ce qu'on a vu au Mali. Et donc aujourd'hui, M. Choguel ne servait plus à rien. Et on lui a montré qu'il ne servait plus à rien. Donc je crois que Assimi Goïta, il est passé à autre chose. Et tout à l'heure, on a parlé de mandat. Je ne pense pas que M. Assimi Goïta est en train de faire un mandat. Ils sont en train de refonder la société et ça va prendre le temps que ça prendra. Et rappelez-vous le slogan, le Mali aux Maliens. Alors, quand on prend aussi le gouvernement qui vient d'être formé, donc là actuellement on a le général Assimi Goïta, président de la transition, on a le général Abdoulaye Maïga, premier ministre, on a le général Sadio Kamara, ministre de la Défense, général Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, etc. On a au niveau du Conseil national de transition, c'est un militaire. On a l'impression d'une captation du pouvoir par les militaires. Ils sont en train d'asseoir une dictature militaire. C'est-à-dire, il faut pas faire semblant, il faut leur dire la vérité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est tout comme si, c'est comme si tu contribues à permettre à quelqu'un d'être dans une position, et après, quand il sent qu'il n'a plus besoin de toi, ben, il te jette à la première occasion. Mais il faut que les Maliens se rappellent qu'en réalité, ceux qui ont permis aux militaires de prendre le pouvoir, c'est le M5 RFP. C'est eux qui ont manifesté pendant des semaines. Où se trouve Diko? C'est eux qui ont manifesté pendant des semaines. Il est invisible. Et avant que les militaires ne saisissent l'opportunité pour prendre le pouvoir. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation où votre bilan est mitigé, pour ne pas dire le bilan est catastrophique, regardez sur le plan sécuritaire. Dites-moi, à part la prise symbolique de la ville de Kidal, et c'est même là où l'armée malienne a subi la plus grande revers. Avec leurs amis du groupe russe ex-Wagner, ils ont été laminés par les rebelles dans cette partie, donc, dans cette région. Mais ça fait partie de la région de Kidal. Donc ils ont été laminés. Sur le plan diplomatique, quand vous regardez un peu, quel est le bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté la CEDEAO. Après, ils se sont alliés à des pays putschistes. Donc ils ont tous la même vision. C'est tout comme si, bon, nous partageons la même idéologie, donc vaut mieux être ensemble pour ne pas s'être isolés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui a donné le pouvoir à M. Assimi Goïta de repousser? C'est parce qu'il a rejoint l'AES, l'Alliance des pays putschistes. Et donc, là, ils ont quitté la CEDEAO, ils ont renvoyé la France, l'ambassadeur a été déclaré non grata, et là, leur relation diplomatique avec la France s'est dégradée, et tous, ils se sont rapprochés des BRICS économiquement. Donc l'Iran qui est boycotté par la communauté internationale, vous avez la Turquie qui a souvent des tensions avec l'Union européenne et le bloc occidental. Et quand vous regardez un peu sur le plan national en termes de lutte contre la corruption elle est devenue endémique. Ceux qu'ils critiquaient, la gestion des deniers publics. Vous pensez que comment ils font pour alimenter les 200 mouvements, plus de 200 mouvements politiques qu'ils ont contribué à mettre en place et qui les soutiennent? Vous avez vu comment ils ont pris l'ORTM, ils ont instrumentalisé la télévision nationale, la télévision nationale a ouvert ses antennes à des mouvements qui ont condamné la sortie de Choguel Maïga. C'était un appel à le poursuivre pour haute trahison. Mais là, ils sont en train de museler la liberté d'expression. Et là, les indices sont clairs. Ils sont en train d'asseoir une dictature. C'est une dictature militaire qu'ils sont en train d'asseoir. Des gens qui refusent de discuter. Parce que Choguel Maïga, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il dit qu'il appelle les militaires à ce qu'ils discutent sur la fin de la transition. Et c'est normal. Il faut discuter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas allé à une élection et vous avez eu le mandat de diriger les affaires publiques. On ne peut pas non plus l'accuser on ne peut pas non plus dire qu'il n'est pas dans des calculs politiciens. En réalité, qu'est-ce que l'homme politique veut? Choguel Maïga, ce n'est pas un membre de la société civile, c'est un politique. Donc, il vous accompagne pour que la transition, une fois que la transition est finie, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, la charte était claire. La charte disait que ni le président de la République, donc le président de la transition, ni le vice-président de la transition, c'est-à-dire à l'époque, il y avait le président Dao et puis Assimi Goïta. La charte était claire, disait qu'on leur interdisait de se présenter à l'élection qui devrait permettre de rétablir l'ordre constitutionnel. Mais après, ils pourront avoir la latitude de se présenter. Et là, ils sont venus... comment on appelle ça,
épurer cette charte-là de sa substance, et ils ont mis en place une constitution qui leur permet, non seulement ils ont renforcé les pouvoirs du président de la République, et ils ont mis en place des instruments juridiques qui leur permettent, parce que quand on dit aux gens que Assimi Goïta a des ambitions politiques, ben, ils ne veulent pas comprendre. Mais le gars, il est en train de se préparer pour être président. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui caractérise l'homme au-delà de l'intérêt général qu'on peut crier, parce que ce qui marche maintenant sur le continent, c'est qu'on est contre l'impérialisme, on est contre le néocolonialisme. Donc lorsqu'on chante ça, et lorsqu'on s'allie à la Russie, qui est considérée comme un ami, un très bon ami, on a vite fait d'être adoré par le peuple. En réalité, en tant qu'être humain, nous avons des ambitions. Donc, les militaires ne sont pas exempts de cette réalité humaine. Donc, ces militaires-là, tu vois, tous ces amis, ceux qui ont pris le pouvoir, les colonels-là, ces amis, ils se sont autopromus pour devenir généraux. Et là, ils sont en train de diriger le pays. Et vous allez voir comment le scénario qui va se passer. Assimi Goïta, peut-être, il va démissionner à quelques mois de la transition. Il va remettre le pouvoir à un militaire. Parce que c'est un militaire qui est à la tête du Conseil national de transition. Donc il va se présenter où ils vont mobiliser les mouvements, les partis politiques qu'ils ont créés. Ils vont dilapider les finances publiques pour leur permettre d'organiser les caravanes, les réunions à travers, pour demander à ce que... Ça a commencé déjà à ce que Assimi Goïta se présente, mais à la fin, on va se retrouver face à la réalité, ce que les gens ne voulaient pas entendre au début donc de la transition, que Assimi Goïta et ses amis militaires veulent conserver le pouvoir. Ils sont prêts même à asseoir une dictature. Alors, de toute façon, quand on observe la scène, on est obligé d'en arriver à cette conclusion. Les militaires n'ont pas véritablement l'intention de laisser le pouvoir de sitôt. Oui, leur objectif, c'est la reconquête du territoire, et tant que ce territoire n'est pas reconquis, cela justifiera toujours leur présence au pouvoir. Et je crois que c'est un objectif illisible. Oui, illisible, mais vous savez, c'est la rhétorique, hein, le populisme est rentré dans ça, et après tout l'intérêt de l'organisation des élections est passé en perte et profit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et que, comme je le disais, c'est le malien. Et nous, on regarde de loin en tant que spectateurs. Quel avenir voyez-vous à Choguel Maïga? Je pense que Choguel Maïga, il va être harcelé politiquement, et peut-être il risque d'être confiné à résidence, parce que vous voyez, lorsque vous savez que ce régime, comment cela se passe dans ces pays de l'AES, c'est sûr que il ne pourra plus dans peu de temps ne plus s'exprimer, il ne pourra plus vraiment parler, pouvoir critiquer de manière franche et sincère le régime de monsieur du général Assimi Goïta. Donc je pense que peut-être c'est le début de la fin, et les anciens collègues de Assimi et de Choguel Maïga ne vont pas le rater, parce qu'ils estiment qu'il a contribué d'une manière ou d'une autre à la réduction de l'espace démocratique, à la réduction de l'espace d'expression. Et donc aujourd'hui, il fait lui-même les frais d'un système qu'il a créé, qu'il a contribué à créer. En tout cas, on le voit depuis qu'il a quitté ses fonctions, quelques heures après. On sent que c'est pas quelqu'un qui va se taire de sitôt. Il a fait des publications, il parle de vrais ennemis de transition, il parle d'agents doubles, il parle de mercenaires. En tout cas, les termes sont très durs. C'est lui qui va incarner aujourd'hui l'opposition malienne? En réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que, contrairement à ce qu'on nous montre sur les médias, avec la propagande que les militaires ont instaurée au niveau de leur thème, la télévision nationale, mais Choguel Maïga n'est pas politiquement éteint. C'est-à-dire qu'il a un soutien d'une frange partie donc de la classe politique malienne. Vous avez vu les sorties des différents acteurs politiques. En réalité, il bénéficie d'un certain soutien. Il se dissocie en réalité des échecs donc du pouvoir militaire, parce que quelle était la mission donc de la transition? C'est d'arriver à organiser les élections et à rétablir l'ordre constitutionnel.
on n'a qu'à laisser de côté cette histoire d'insécurité. Eux-mêmes, ils savent qu'en réalité, ils ne peuvent pas éteindre de si peu cette réalité d'insécurité donc au nord du Mali. Donc, ils utilisent cela comme un argument pour essayer de repousser pour mettre en place leur stratégie et essayer de prendre maintenant le pouvoir légalement. Et Choguel Maïga l'a bien compris qu'il est en train d'être utilisé dans ce sens-là. Et donc, il a vite fait de quitter la barque. Il garde toujours ses aspirations. C'est quelqu'un qui estime que le Mali doit être aux Maliens. Et là, il a apporté son soutien donc aux militaires au front. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas contre les militaires, mais il est contre ceux qui gèrent les affaires publiques avec lui. Et donc, vous savez comment fonctionnent les dictatures, non? Elles ne sont pas exemples, elles ne sont pas, comment on appelle ça? Elles ne sont pas contraires donc aux dictatures militaires. Vous savez que certains mouvements ont déjà commencé par dire qu'il faut qu'on le poursuive pour haute trahison. Certains de ses proches ont déjà fait la prison. Certains ont déjà été condamnés pour atteinte au crédit de l'État. Ils ont créé des infractions bizarres pour coincer ses soutiens. Je pense que lui-même, s'il continue à faire de telles sorties, il continue par se mouvementé. Je pense que les militaires, ils ne pardonnent pas. Assimi Goïta, ils ne pardonnent pas. Donc, s'il ne fait pas attention, je pense que lui-même, il va se retrouver derrière les barreaux. Ils ont vite fait de l'éteindre et puis passer à autre chose parce qu'ils estiment que ces sorties contribuent à déstabiliser la transition en cette période si difficile d'insécurité, comme ils aiment toujours le louer. Donc, ils vont continuer toujours dans le même sens. D'accord. Affaire à suivre. Donc, passons du côté du Bénin maintenant. On va évoquer donc l'arrestation du général Philippe Hundegnon, ancien directeur général de la police. Il a été interpellé le 13 novembre 2024 à son domicile. Il était patron de la police nationale sous l'ancien président Thomas Boni-Yayi, prédécesseur de Patrice Talon. Les autorités policières et judiciaires n'avaient rien communiqué sur les raisons de son arrestation, mais on sait que les choses sont allées très vite puisque 24 heures après son interpellation, il a été interrogé dans la journée de jeudi par la police judiciaire, puis présenté dans la soirée au procureur général de la Criette, procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Il a été inculpé pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. La Criette a ordonné son placement en détention. Sana Sadio, est-ce qu'aujourd'hui, disons que le Bénin n'a que ça pour faire taire les détracteurs du pouvoir? Je suis un peu mal à l'aise par rapport à la question en soi, parce que cela s'est présenté comme si l'arrestation de cet ancien général, et rappelons-le, son grade de général lui a été retiré parce que ce titre lui a été octroyé de manière fallacieuse. Cela ne respectait pas les textes en vigueur. Dire que c'est une manière de museler ceux qui sont les contradicteurs du régime politique au pouvoir, c'est faire, à mon sens, une mauvaise appréciation des choses. Puisque dans le même sens, lorsque vous prenez la juridiction devant qui il est appelé à répondre, a eu à inculpé, a eu à condamner plusieurs fois des acteurs même politiques qui sont au pouvoir, des proches du président Talon. Je veux parler du préfet du littoral, de certaines personnes, il y en a une dizaine. Et lorsque vous prenez même les dossiers que la Criette a connus depuis qu'elle a été créée, je crois en 2018, les cas qui concernent les politiques n'atteignent même pas 1%. Surtout les cas n'atteignent même pas 1%. Donc on ne peut pas dire de manière objective qu'on fait taire les détracteurs. Ceci dit, lorsque vous êtes dans un pays qui se veut sérieux et qu'un ancien haut officier de la police vient dire sur les médias qu'il avait été approché par des personnes en vue de la commission d'un coup d'État. Mais tout gouvernant sérieux, lorsqu'il écoute ce genre de choses-là, va chercher à écouter la personne qui dit ça, pour au moins savoir les personnes qui vous ont approché pour vouloir commettre un coup d'État. C'est le premier aspect. Le second aspect, mais lorsque vous
dites par exemple que vous êtes là et qu'on vienne vous chercher et que vous auriez des gens qui vous soutiennent, qui vont réagir, mais je pense que c'est une manière plus ou moins de défier l'autorité de l'État. Et troisième argument, mais lorsque vous qui avez occupé de si hautes fonctions au sein de la police, vous permettez de dire que entre la fusion de la gendarmerie et de la police, après cette fusion-là, vous demandez à savoir ce que sont devenues les armes qui étaient à la disposition de la gendarmerie, mais ça sous-entend que vous accusez, n'est-ce pas, les autorités d'utiliser ces armes-là à des fins non avouées. Et justement, vous avez un peu partout dans nos législations ce qu'on appelle l'atteinte au moral des troupes. Et légalement, vous pouvez être poursuivi pour ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, il faut rappeler, il est inquiété, on veut en savoir plus, il n'est pas condamné. Et ceci dit, jusqu'à sa condamnation définitive, il bénéficie de la présomption d'innocence. Non, c'est le 16 décembre prochain qu'aura lieu son procès, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, Samir Ourosama, que ce n'est pas un détracteur du pouvoir qui est aux arrêts. Mais pourquoi est-ce qu'on semble cacher la vérité? En réalité, qu'est-ce qui a créé cette situation? C'est M. Patrice Talon. Mais vous renvoyez quelqu'un à la retraite d'office. C'est-à-dire que vous prenez l'initiative de renvoyer quelqu'un parce que vous avez opéré une réforme en fusionnant la police et la gendarmerie. Mais dans nos États, on connaît le rôle de la police. On connaît le rôle de la gendarmerie. Et vous savez que le Bénin est en train de subir de temps en temps les incursions des djihadistes et des terroristes. Et vous savez que le Bénin, au cours de ces dernières années, a lancé des recrutements massifs dans l'armée. Et donc, qu'est-ce qui a conduit M. Patrice Talon à renvoyer ou à mettre les gens d'office à la retraite? Quelle est l'utilité publique? Et là, c'est quelqu'un qui, pendant le pouvoir de Boni Yayi, a géré les affaires de Patrice Talon. Et donc, il a eu à connaître de certaines affaires de Patrice Talon. Et vous savez que le président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Ceux qui l'ont côtoyé savent que c'est quelqu'un, lorsqu'il est dans une position de force, si vous l'avez fait quelque chose par le passé, il va vous le rendre. Et quand il est arrivé au pouvoir, puisque le général dont on parle, il était directeur général de la police sous Boni Yayi. Avant que Boni Yayi ne quitte le pouvoir, il a nommé directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. La première année que M. Patrice Talon est arrivé au pouvoir, il l'a destitué. Il l'a renvoyé. C'est vrai que le poste de directeur de cabinet, c'est un poste politique. Et mais au-delà, non seulement il a renvoyé de là au ministère de l'Intérieur, il a renvoyé, il a mis à la retraite d'office. Pourtant, un haut gradé, le pays en a toujours besoin. Il peut servir dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, quand vous renvoyez quelqu'un comme ça, qui a encore la force, à la retraite, mais qu'est-ce qu'il a mieux de faire? C'est de sortir et de parler. Vous n'aurez pas de repos. Parce que il a gardé la rancune contre vous. Et donc, mais là, il a multiplié des sorties intempestives. Et vous voyez, vous savez comment les militaires fonctionnent. Et ceux qui ont eu la formation militaire. Donc, quand vous renvoyez quelqu'un comme ça, qui est là sans rien faire, il est désœuvreux. Donc, de temps en temps, il sort sur les médias, il raconte de n'importe quoi. En réalité, M. Patrice Talon, à travers son instrument qu'il a créé, la criette, et qui contribue à rendre des comptes aux gens. Et là, il est en train de faire la publicité à ce général. Parce qu'il sait pertinemment que tout ce qu'il dit là, il ne pourra rien faire. Parce que M. Patrice Talon, il a la maîtrise du pouvoir. Il ne pourra rien faire. Donc, en réalité, dans une république, on a mieux à faire que de se préoccuper souvent de ces choses-là qui n'ont aucune importance véritablement. Et là, il est en train de refaire une publicité. Et là, ça fait une mauvaise image au président Patrice Talon. Parce que vous vous rappelez que ces derniers temps, il a envoyé des gens en prison. Il a envoyé son ami de plus de 20 ans, celui avec qui il a eu véritablement une intimité. Vous comprenez la nature de l'homme. Donc, il a envoyé en prison. Et celui qui a contribué à ce qu'il soit là où il est l'une des personnes, ou des personnalités, qui a même à l'époque dit qu'ils allaient payer la caution de M. Patrice Talon.
Vous vous rappelez, le ministre des Sports, il a renvoyé aussi en prison. Donc, apparemment, M. Patrice Talon a trouvé une autre fonction, puisqu'il est en fin de mandat. Et comme il ne peut pas se présenter, je pense qu'il a... C'est comme si vous retrouvez dans une situation où quelqu'un a envie de continuer, mais il ne peut pas continuer. Et donc, Patrice Talon est dans cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ceux qui sont susceptibles de lui créer des ennuis, parce qu'il veut une retraite tranquille, ben il vous envoie en prison, et puis vite fait. Et là, vous allez voir, il va créer un scénario, il va mettre quelqu'un qu'il peut manipuler un peu, et donc il aura peut-être 5-10 années encore de plaisir. Il est dans l'ombre, mais il continuera par diriger. Je pense que le Bénin ne mérite pas ce spectacle-là que M. Patrice Talon est en train de présenter au monde entier. Laisse ce général-là que tu as envoyé à la retraite, qui est encore en forme, qui peut servir. Mais comme tu as la rancune contre la personne et tu veux lui régler les comptes, tu l'as renvoyé comment l'appelle-t-on, à la retraite. Et comme la personne est désœuvrée, et elle n'a rien à faire, et elle ne veut pas te laisser tranquille. Et donc elle fait des sorties intempestives sur les réseaux sociaux. Et là, comme toi aussi, tu veux pas qu'on te tienne tête, tu l'as pris, tu l'as envoyé en prison. Il va être oublié là-bas. C'est quand ça plaira à Patrice Talon, parce qu'on a annoncé son procès sur le 7 décembre. À peine le procès va être ouvert que les juges vont renvoyer cela à une date ultérieure. Alors ici, le général lui-même, il dit, si on veut m'arrêter pour ça, je suis prêt à me faire passer les menottes pour l'histoire. Donc c'est... comme le dit peut-être Sami Ouro-Saba, le général est connaisseur j'ai envie de dire, des procédés. Vous savez, l'image de M. Patrice Talon ne devrait pas être associée au travail que la CRIET fait. Et cela pour plusieurs raisons. Parce que lorsque vous prenez le bilan en soi de M. Patrice Talon, lorsque vous allez aujourd'hui à Cotonou, j'étais dans la semaine pour des affaires personnelles, lorsque vous voyez le travail qui est accompli sur le terrain, vous savez que les Béninois ne jugeront pas M. Patrice Talon sur la base des décisions que prend la CRIET. Et je l'ai dit tout à l'heure, les affaires de la CRIET dont les politiciens sont mêlés ne représentent pas même 1% de toutes les affaires traitées par la CRIET, rassurez-vous. Mais cela dit, je pense que dans toutes les législations, même si la liberté d'expression est consacrée, il y a des limites à ne pas dépasser. Notamment l'incitation à la rébellion, il y a un certain nombre d'infractions. Et donc, peu importe le président qui vient, mais on ne va pas vous laisser déborder des limites légales prévues par la loi. Donc, je pense que à chaque cas qui se pose à nous, il faut se demander, en toute conscience, indépendamment de la responsabilité que l'intéressé a eu à occuper par le passé, de par même son positionnement politique, est-ce que dans le fond, il y a eu des débordements par rapport aux limites de la liberté d'expression? Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a au moins 3 raisons essentielles pour lesquelles il y a au moins 3 raisons essentielles pour lesquelles il y a matière à ce qu'un jugement ait lieu pour savoir si dans un état de droit on peut se permettre de tenir des propos aussi graves. Vous savez, être opposant, venir se positionner en critiquant la gouvernance de l'autorité ne vous octroie pas une immunité. Vous devez, dans un état de droit, tout citoyen est un justiciable, même s'il fut un général 5 étoiles maréchal. À partir du moment où vous tombez dans le domaine de la loi, vous tombez sous le coup de la loi, vous devez répondre. Que vous soyez journaliste, que vous soyez activiste, que vous soyez, etc., nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, quand la loi s'applique, moi, je suis mal à l'aise quand on veut faire intervenir des arguments politiques, de politique politicienne. Nous sommes tous tenus de répondre devant la loi. Nous sommes tous tenus de rester dans les limites. Dans le Bénin actuel, le sentiment général, c'est que la justice est aux ordres du politique. En tout cas, moi, le sentiment que moi j'ai de la société béninoise, c'est que ils apprécient le travail accompli
en cohérence avec le programme de l'action gouvernementale, dont le bilan est en train d'être présenté ministère par ministère, et d'ici là, donc, aller un peu suivre un peu l'actualité du Bénin. Comment est-ce que le bilan des réalisations sont faites chaque semaine? Le Bénin, c'est un pays que je connais bien pour y avoir de la famille. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tenter de nous faire croire que le problème des Béninois, c'est l'affaire de la criette. Les Béninois sont contents de M. Patrice Talon parce qu'il change, parce qu'il a changé. Parce qu'à part le fait de ripolliner le Bénin, c'est-à-dire de construire des immeubles et tout ça, posez peut-être la question, je vous le dis, moi, le Bénin, c'est Est-ce que vous savez que avant Patrice Talon, non, attends, est-ce que vous savez, je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous donner comme le linge qui vient changer le Bénin. Monsieur Samuel, est-ce que vous savez que avant Patrice Talon, le port du Bénin a toujours été déficitaire? Avec Patrice Talon, le port devient excédentaire. C'est juste un seul exemple que je vous cite. Allez sur les canaux officiels de communication du gouvernement, vous allez voir l'ampleur des réalisations avec des preuves à l'appui. Donc, il ne faut pas aujourd'hui nous dire que la société béninoise se cantonne à 1% des dossiers que la CRET traite. Et je l'ai dit, et encore, il y a eu des proches même, des proches qui se sont inquiétés, qui ont été emprisonnés par cette même CRET. Vous n'excluez pas que c'est un fait aussi que, justement, on utilise la CRET pour régler des comptes politiques. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je constate que la CRET, que vous soyez proche ou opposant de Patrice Talon, vous êtes appelé à répondre à partir du moment où vous rentrez, ou posez des actes qui rentrent dans les attributions de la CRET. Moi, c'est mon appréciation. Règlement de compte, je pense que c'est comment on appelle ça? C'est juste lancé comme ça. Ça n'a aucune base. D'accord. Samir? Non, je pense que nous sommes mal placés pour juger si M. Patrice Talon est un bon président ou pas. Nous n'allons pas faire des jugements tranchés. Nous laissons les Béninois décider si M. Patrice Talon a fait ce qu'ils attendaient véritablement. Est-ce qu'il a comblé leurs attentes? Quoi qu'on dise, je pense que pour faire le bilan de la gouvernance de quelqu'un à la tête du pays, le bilan n'est pas qu'économique. Il faut qu'on voit la réalité en face. Le bilan, il est global, il est holistique. Il n'est pas non plus il est rapport à cette juridiction. Il est social, il est, comment je vais dire ça, il est global véritablement. Ce n'est pas construire les infrastructures, ce n'est pas construire les routes, ce n'est pas construire les immeubles. C'est pas ça qui fait le développement d'un pays. Ça contribue au développement d'un pays. La liberté d'expression, la liberté politique. Monsieur Patrice Talon, durant son mandat, qu'est-ce qu'il a fait politiquement? Il a fermé l'espace politique. Il a fait une réforme sur mesure. C'est lui qui a créé les deux partis qui sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, il les utilise à ses propres fins. Et là, il crée les instruments. Et les gens ne veulent pas qu'on dise que M. Patrice Talon utilise les instruments de l'État pour régler les comptes aux gens. Et là, dans cette situation où vous avez, non seulement, il y a récemment ce citoyen qui a été enlevé dans notre pays. Ouais. Et il ne se passe aucun jour sans que vous nous voyez une voix critique du président Patrice Talon qui est libre donc de ses mouvements. Dès qu'il ouvre la bouche, il est inquiété. Dès qu'il critique, dès qu'il dit quelque chose qui est contre M. Patrice Talon, on a vite fait de le renvoyer, de l'envoyer en prison. Mais si M. Patrice Talon estime que c'est ça le développement, je pense qu'il n'a qu'à continuer sur la voie. S'il estime que c'est le fait de fermer les gens n'importe comment, lorsque quelqu'un ouvre la voie pour le critiquer, et s'il ne se rend pas compte qu'en réalité, dans un pays démocratique, puisqu'il dit que le Bénin est sur la voie de la démocratie, dans un pays démocratique, il faut qu'on accepte les critiques. Et l'État béninois a des moyens pour enquêter, pour faire du renseignement, pour voir si le général là, ce qu'il dit, c'est vérifié dans les faits. D'accord, on va marquer maintenant la pause pour 10 minutes, le temps du journal, et nous serons de retour pour la deuxième.